Bien, eh bien, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi sous la coupole de l'éthique. Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'accréditation, les points d'éthique sont toujours recherchés, indépendamment de l'intérêt du sujet. Donc, Dominique Bron m'avait proposé une série de sujets qu'elle avait dans ses tiroirs, et je trouvais que le titre Vieillissement et enjeux éthiques, leçons de la pandémie Covid-19 avait un certain nombre de points qui me paraissaient attrayants, en particulier les leçons de la pandémie. Je pense qu'on peut décliner les leçons de la pandémie sur différents aspects et on va commencer par l'éthique. Dominique, c'est à toi. Est-ce qu'on m'entend? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Ça, tout fonctionne? Donc voilà. D'abord, je remercie Élie de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui est un peu différent de ce dont je parle d'habitude, mais qui est ma deuxième casquette. La plupart me connaissent comme hématologue à l'ULB, mais j'ai aussi été toujours très impliquée dans l'éthique à l'Institut Bordet. J'ai été président du comité d'éthique pendant plus de 20 ans et membre pendant plus de 40 ans. Et je suis également membre depuis 10 ans du comité consultatif belge de bioéthique qui s'est, comme vous pouvez vous imaginer, beaucoup penché sur les problèmes éthiques durant la période Covid. Et c'est comme ça que j'ai été confrontée, indépendamment de mes patients, avec les problèmes. Il faut que ça bouge. Voilà. Donc ça, c'est le plan de l'exposé. Et comme vous n'avez pas tous les jours des séminaires éthiques, je vais commencer par l'ABC de l'éthique médicale et pourquoi les patients âgés posent encore plus de problèmes en éthique que la population générale. Et puis, je parlerai spécifiquement des enjeux éthiques durant la pandémie, mais comme Élie vient de le dire, les volets éthiques durant la pandémie, c'est extrêmement vaste. Donc, je vais me focaliser sur certains aspects qui, pour moi, me paraissaient plus importants. Si on a le temps, je vous expliquerai pourquoi les patients âgés, ce qu'on sait aujourd'hui de leur sensibilité au SARS-CoV et quelles sont les leçons qui ont été tirées au niveau du comité consultatif de bioéthique et essayer d'anticiper les problèmes s'il y a une pandémie qui revient, mais aussi s'il y a une autre catastrophe, parce qu'on n'est pas à la merci d'un accident nucléaire ou d'inondations massives. Et donc, on s'est rendu compte qu'on n'était absolument pas prêt, en tout cas dans les maisons de soins, pour faire face à des catastrophes. Alors voilà, pour vous mettre directement dans le bain de l'éthique, j'ai pris deux problèmes qui ont beaucoup suscité des débats. Le premier, c'est en pleine pandémie, c'est André Comte-Sponville, que certains connaissent sans doute, qui est un philosophe français qui, de sa chambre, avait envoyé aux journalistes ces phrases que 2 générations étaient sacrifiées pour protéger les plus âgés. Pourquoi cet apitoiement larmoyant sur les morts du Covid dont la moyenne d'âge est de 80 ans? Et pour conforter ce qu'il disait, donc il ajoute, le Covid a bien sûr tué 50 000 personnes jusqu'à présent. C'est triste, c'est trop. Mais rappelons que 600 000 personnes par an meurent dans ce pays, dont 150 000 de cancer, l'air de dire 50 000, qu'est-ce que c'est? Et 3 millions d'enfants meurent encore de malnutrition, donc il y a des problèmes plus importants. Ça, c'est une phrase qui a suscité beaucoup de débats. Je ne sais pas, on peut peut-être commencer à main levée. Qui est d'accord avec Comte-Sponville et qui n'est pas d'accord avec Comte-Sponville? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a suscité beaucoup de questions. Alors, en post-Covid, il y a un autre débat dont la réponse n'était pas évidente pour certains pays, et notamment en France et au Canada. Ils ont beaucoup discuté. En Belgique, on a vite conclu. Mais la question était, là, en 2021, vous vous rappelez que le vaccin était disponible, puisque c'était début 2021 dans la pandémie Covid. Mais il y avait des personnes qui, influencées par les fake news qui étaient abondantes à cette époque-là, sur les dangers du vaccin, refusaient de se faire vacciner. Et donc, le débat était, est-ce que si vous avez 2 personnes du même âge
qui arrivent à la garde, l'un vacciné, l'autre pas vacciné, et qui vous reste un lit, est-ce que vous donnez priorité à celui qui s'est fait vacciner? Donc, qui pense qu'il faut donner priorité à celui qui est vacciné? Qui pense que ce n'est pas notre rôle de juger s'ils sont vaccinés ou pas vaccinés? Bon, c'est le non-vacciné, franchement, un anti-vax qui fait de la publicité pour ne pas se faire vacciner, j'hésiterais, oui. Attends. En tout cas, sacrifier des patients avec des hépatopathies qui étaient jeunes, parce qu'on a privilégié des patients de 85 ans qui avaient le Covid, donc ça pose quand même une question d'éthique, effectivement. Ça c'est le premier problème. Donc là, vous êtes d'accord avec Consponville? Je ne suis pas d'accord comme ça, parce qu'il faut nuancer. J'aime beaucoup André Consponville, d'ailleurs, mais non, c'est parce que ce n'est pas assez nuancé, mais ça pose quand même des problèmes d'éthique. Non, bien sûr, mais c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce que ce n'est pas facile. Si c'était facile, il n'y aurait pas de débat éthique. Et donc voilà, je vais vous expliquer tout ce qui a été débattu et pourquoi en Belgique on a pris justement des attitudes opposées. Alors, on est parti. Donc, qu'est-ce que l'éthique médicale et pourquoi les patients âgés posent plus de problèmes? Donc, voilà les 4 grands principes sur lesquels on se base aujourd'hui pour dire qu'en médecine, on a une attitude éthique ou pas. Donc, ça date d'une publication de Beauchamp et Childnest en 2013. Et donc, ça, c'est la traduction de l'anglais. C'est pour ça que c'est un peu curieux. Mais donc, c'est la non-malfaisance, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de tort aux patients, comme on le disait déjà dans notre serment d'Hippocrate, dans la mesure du possible, la bienfaisance, donc faire tout ce qu'on peut, to do good, comme disent les Américains. Respecter l'autonomie du patient, c'est devenu quelque chose d'incontournable aujourd'hui. Donc, le patient a le droit au chapitre quand il s'agit de sa vie, et donc on doit se préoccuper de son avis. Et la justice distributive, qui est probablement en éthique aujourd'hui, comme vous l'avez soulevé, le plus difficile, mais dont on doit tenir compte. Ça fait partie aujourd'hui des débats éthiques, c'est qu'on doit tenir compte de nos moyens et pas nécessairement uniquement de l'individu. Et donc, dans le domaine de l'éthique médicale en particulier, on a 3 lois importantes qui ont maintenant presque 20 ans, plus que 20 ans. Donc, la loi sur les droits des patients. Donc, quand on a écrit cette loi, on a un peu cru que c'était une lapalissade, mais en fait, on a mis dans cette loi les droits des patients, mais aussi les devoirs des patients, les droits des médecins et les devoirs des médecins. Donc, c'est une loi qui est assez bien faite. L'expérimentation humaine, là, on a implémenté une directive européenne qui s'intéressait à l'expérimentation humaine et différentes phases, 1, 2, 3, 4 des médicaments en expérimentation. Et alors, bien sûr, la loi sur l'euthanasie et les soins palliatifs, dont vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler, qui est revenue aussi pendant la pandémie, on y reviendra. Alors, si on prend ces 4 points et tout ce qui peut se passer pendant la période, tout ce qui a pu se passer pendant la période Covid, comment est-ce qu'on peut être malfaisant pour les patients? En faisant de la discrimination par l'âge, par le sexe, par le handicap physique ou par le handicap mental. Et vous savez tous que, évidemment, ça a été fait. On a fait des discriminations pour de mauvaises raisons. Bon, le sexe, je ne pense pas. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Mais pendant la période Covid, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été mis en avant, c'est de ne pas faire de tort aux patients. Alors, la bienfaisance, c'est qu'on est médecin, on est là pour guérir un patient infecté dans la mesure du possible, en tout cas, tout faire pour le sortir de son infection et assurer, si on est dans une situation sans issue, assurer son bien-être et une fin de vie digne, ce qui n'a pas toujours été facile avec le Covid non plus, parce qu'il y avait tellement de patients au respirateur que tous les curarisants, les morphiniques, tous les médicaments étaient monopolisés en soins intensifs. Et donc, assurer le bien-être des patients en fin de vie, ça n'a pas été facile pendant le Covid. Oui. C'est aussi les fins de vie et l'entourage, parce qu'on avait des patients qui mouraient en salle, moi je m'occupe du foie de cirrhose, et pour lequel j'ai dû me battre pour que le conjoint puisse le voir dans les 24 heures, parce qu'on ne pouvait plus voir personne. Donc ça, c'est quand même, pour assurer une fin de vie digne, c'est quand même une fin de vie indigne. C'est exactement. Je crois que c'est un point qui a été
fort souligné pendant cette période-là, qui était, c'est vrai, assez heurtant au niveau des familles. C'est vrai que l'isolement des patients mourants, ça a été un problème très important et on devait évidemment choisir entre la famille qui vient à l'hôpital et qui risque, enfin, surtout en première année. La deuxième année, c'était un peu moins difficile, mais la première année, bravo. Oui, mais aussi parce qu'on était aussi dans l'ignorance de toute cette affaire, parce que franchement, les patients seraient arrivés avec un FFP2, enfin, la famille, où était le risque, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de mesures, on verra dans les leçons, qui étaient en fait pas justifiées, reposant sur un principe de précaution et pas tellement sur la réflexion. Je pense qu'il y aurait une réflexion plus que de l'émotion, on aurait probablement mieux géré cette crise-là. Oui. Le nombre de masques était limité, oui, c'est vrai. Oui. Non, on n'avait pas le choix à l'époque, on n'avait pas le choix, mais c'est sûr que d'un point de vue éthique, ça a été un problème énorme là, l'isolement des patients en fin de vie. Alors, le respect de l'autonomie, c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement important dans les règles éthiques et là aussi, donc on ne peut absolument plus être paternaliste avec les patients aujourd'hui et c'est surtout avec les patients âgés qu'on n'a pas tenu compte de leur volonté. Mais on est aussi censé, quand on donne une information à un patient, c'est de vérifier si le patient a compris. S'il y a des témoins, s'assurer que les témoins ont bien reçu l'information. Donc, ça fait partie aussi de nos devoirs quand on informe, c'est de vérifier que l'information est passée. Et puis, la justice distributive. Donc là, il y a les deux philosophies ou les deux attitudes aujourd'hui dans le monde avec les gens qui sont des utilitaristes, donc ça, ce sont comme les Anglais, les Hollandais qui ont poussé ça à l'extrême, c'est qu'effectivement, il faut tenir compte qu'on a un budget limité, que les coûts augmentent de tous les côtés et donc on doit effectivement ficeler certaines choses, qu'il faut tenir compte du coût-bénéfice pour chaque patient individuellement et sur les règles démontrées en médecine. À côté de ça, s'oppose la prise de sang idéaliste, comme j'avais au Japon, c'est que tout le monde a travaillé, tout le monde a payé sa sécurité sociale, tout le monde a droit au meilleur traitement jusqu'à 100 ans. Mais malheureusement, la réalité nous rattrape vite avec la limitation du budget. Donc là, la justice distributive est quelque chose dont on doit tenir compte aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un scoop que la population vieillit, mais elle vieillit vraiment bien parce qu'on s'attend en 2050 à avoir plus de 30% de la population qui aura 60 ans et même plus de 10% de la population qui aura 80 ans. Donc, on va vraiment vers une société avec beaucoup de patients âgés. Et ces patients âgés, pendant le Covid, ont posé encore plus de problèmes éthiques. D'abord parce que très rapidement, les patients âgés avaient une mortalité extrêmement importante et on devait les transférer de maisons de soins vers les services de réanimation, même si ça n'a jamais été écrit nulle part. Il y a eu des freins, des filtres qui étaient liés à l'âge et l'âge est un mauvais critère, comme vous le savez. Vous savez aussi que les patients âgés ont souvent beaucoup de comorbidités, ils ont beaucoup de médicaments et donc c'était plus difficile de les mettre dans des études aussi pour les nouveaux traitements anti-Covid parce qu'il y avait des interactions médicamenteuses. On sait que ces comorbidités augmentent et on l'a vu aussi que le Covid, le fait d'être hypertendu, le fait d'être diabétique, le fait d'être obèse, le fait d'être cardiaque, tout ça augmentait la toxicité. Donc les patients âgés étaient freinés pour arriver dans les unités de soins hospitalières. Et alors, les médecins traitants ont été extrêmement monopolisés. Donc, ils ont fermé leurs consultations de routine et les patients âgés ont perdu le suivi par leurs médecins. Ils n'avaient parfois plus leurs médicaments. Donc, on a des patients qui se sont sentis vraiment abandonnés par leurs généralistes et non pris en considération pour les symptômes du Covid. Donc, il y a eu beaucoup plus de problèmes avec les patients âgés. Alors, on parlait de la fin de vie parce qu'il y a des patients âgés qui étaient très clairs et qui disaient, ça a d'ailleurs été publié dans un journal anglais, qui disait moi j'ai 90 ans, foutez-moi la paix et laissez le respirateur à des patients jeunes. Il y avait des patients qui se comportaient comme ça. Mais il fallait leur assurer une fin de vie digne et le Covid, ce n'était pas une mort facile, c'était des patients qui étaient en souffrance respiratoire et on n'a pas toujours eu ni l'accompagnement, ni les médicaments pour les accompagner. Alors, on avait aussi
pour pallier à cette solitude des patients, on avait beaucoup d'associations ou d'ASBL qui avaient donné des outils informatiques pour les patients hospitalisés. On avait des tablettes, on avait des smartphones. Mais c'est oublier aussi que les patients âgés, ce n'est pas toujours facile pour eux de jouer avec WhatsApp ou avec des visioconférences. Et moi, je me rappelle très bien une de mes petites patientes qui avait 80 ans et l'infirmière sort de la chambre avec la tablette. Elle venait de parler à ses petits-enfants et je lui dis, ah, vous avez quand même pu parler à vos petits-enfants, heureusement. Elle me dit, comment mes petits-enfants? Mais non, je ne leur ai pas parlé. Je dis, si vous venez de leur parler sur la tablette, alors elle me dit, oh mais non, hein, ça ne s'est pas parler avec les enfants. Et donc pour elle, c'est comme si elle ne les avait pas vus. Donc elle avait vraiment l'impression que je racontais n'importe quoi et qu'elle était privée de ses petits-enfants. D'ailleurs, vous allez revoir dans un questionnaire que les Hollandais ont fait, c'est vraiment la présence des petits-enfants pour les grands-parents est extrêmement importante. Alors, la médecine paternaliste que tout le monde critique, effectivement, avec des patients âgés, on devient très vite paternaliste. Ça va même parfois jusqu'à les considérer comme des enfants et ça s'apparente à de la maltraitance dans certaines maisons de soins, mais leur capacité de comprendre diminue et donc là, on doit être 2 fois plus vigilant quand on donne une information, soit d'avoir un témoin, un membre de la famille, soit de faire répéter au patient pour être sûr qu'il a bien compris le message. Et quand on parle de justice distributive, c'est encore plus difficile avec des patients âgés parce que le coût-bénéfice, évidemment, est toujours lié à l'espérance de vie d'un patient âgé, mais qui peut être à 80 ans, une femme sans comorbidité, elle a encore une espérance de vie de 10 ans aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça doit toujours être pondéré avec la collaboration des gériatres qui ont des échelles d'espérance de vie. Mais quand le matériel est limité, que le budget est limité, que les respirateurs sont limités, ce sont évidemment les patients âgés qui en ont fait les frais. Et donc, on va un peu parler de ces critères de priorisation qui avaient été mis en place dans les unités de soins de réa. Alors ici, ça c'est un cartoon qui avait été publié, que j'ai gardé quand le pape François a pris sa retraite parce qu'il se trouvait trop vieux et au même moment, les Anglais avaient toujours leur reine qui était en activité avec un cerveau qui fonctionnait parfaitement. Donc tout ça pour vous illustrer qu'à 85 ans, aujourd'hui, on peut être totalement différent et qu'en période de Covid, il y a des gens de 85 ans qu'on a essayé de sauver et d'autres pas parce qu'on a quand même des critères pour évaluer l'espérance de vie. Alors nous, on s'est pas mal intéressé quand je faisais des projets de PhD à l'Institut Bordet sur les faiblesses cachées des patients âgés, parce qu'il y a beaucoup de patients âgés qui arrivent et qui cachent leurs faiblesses. Et quand ça touche à la chimiothérapie ou à la chimiothérapie orale, c'est important d'être sûr que le patient est capable de gérer les effets secondaires. Et donc, on a à notre disposition maintenant, chez les patients cancéreux de plus de 70 ans, un outil qui s'appelle le G8 Score, qui était une simple échelle de dépression et de malnutrition chez les patients âgés. Et souvent, on se rend compte déjà, quand on prend les plus de 70 ans, qu'il y en a 7 sur 10 qui sont anormales. Et quand ils sont anormaux, on fait alors ce qu'on appelle une full gériatric assessment avec l'aide des gériatres. Et si on n'a pas les gériatres, on a ce qu'on appelle des onco-nurses. Et on se rend compte, je vais passer vite, mais on se rend compte que ces patients de plus de 70 ans, ça c'était une première série qu'une neuropsychologue avait testée. Vous voyez qu'il y en a 45% qui ont des problèmes de mobilité, il y en a 45% qui ont des déficits nutritionnels, il y en a 30% qui ont des déficits cognitifs mineurs, parce que quand ils arrivent à Bordet, ce n'est pas les déments. Les déments, ils n'arrivent pas à Bordet. On a un hôpital de référence, donc c'est des patients envoyés parce que leur médecin traitant veut qu'on les traite. Et donc, même ces patients-là, on avait 30% qui avaient un MMS en dessous de 25. Et quand on faisait la MOCA, qui est un test qu'on a mis en place pour les évaluations cognitives, parce que c'est un test qui est plus opérationnel. Donc, c'est plus un test où on peut juger la façon dont un patient est capable de réagir à un événement. Et donc là, on avait déjà 50% des patients qui étaient anormaux. Donc, vous voyez que la dépression n'est pas banale non plus. 30% des patients avaient des dépressions qui n'avaient pas été diagnostiquées par le clinicien, la polypharmacie aussi. Et donc, ça, c'était la population générale. Et puis, donc, la même étudiante là, qui faisait son PhD s'était intéressée plus spécifiquement aux patients de 80 ans. Et donc, si on prend que la population de 80 ans,
c'est vrai que vous voyez, il y en a 60 qui sont déprimés, il y en a 64 qui ont des déficits nutritionnels qu'on n'a pas détectés, 1 sur 2 qui a un problème de filtration rénale anormale, 50 anormaux en mild cognitive impairment, donc ce sont des déficits cognitifs mineurs, pas de la démence, mais 75 qui ont un déficit en réponse dans tout ce qui est activité opérationnelle. Et alors, quand on regarde les comorbidités, évidemment, il y en a 4 sur 10 qui ont, et donc le taux de mortalité en cancérologie pour le tout venant est très élevé chez les patients de 80 ans. Et donc, on avait établi ce qu'on appelle un frailty score. On va y revenir parce que en soins intensifs, ils avaient aussi ce qu'on appelle un frailty score qui était pour nos patients cancéreux, quelle que soit leur maladie, quelle que soit, qui était basé sur la nutrition, l'inflammation, le trouble cognitif et les comorbidités. Et si vous voyez un patient qui a 70 ans et qui a 4 facteurs, donc il y a tous ces facteurs, vous voyez que son espérance de vie est de 6 mois. Donc ça, c'est vraiment des patients avec qui il faut discuter parce que passer 2 ou 3 mois à l'hôpital pour une espérance de vie de 6 mois. Donc en fait, ce n'est même pas sa maladie qui le menace, c'est simplement le vieillissement. Il a tous les signes gériatriques du vieillissement. Et donc il y a une enquête qui avait été faite en Hollande chez les plus de 80 ans en demandant pour vous quelle est la priorité. Est-ce que c'est votre état de santé? Est-ce que c'est votre bien-être? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est ne pas être dépressif? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les petits-enfants? Eh bien, ce qui venait au top du hit parade pour tous ces patients, c'était les contacts avec les petits-enfants. L'espérance de vie s'en foutait. La qualité de vie, c'était important, mais ce n'était pas prioritaire. Et donc, c'est vraiment ça qui est ressorti, c'est être à la maison, pas mourir à l'hôpital ou mourir dans une maison de repos, et être proche des petits-enfants. C'est pour les patients de 80 ans. Alors maintenant, les enjeux éthiques durant la pandémie. Donc, j'en ai pris quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Donc, il y a bien sûr l'épuisement du personnel soignant qu'on paye encore aujourd'hui et le manque de valorisation de toutes ces infirmières qui ont vraiment été au front avec les médecins et qui ont risqué leur vie au début. Il y a le mouvement ageiste, donc qui est un peu l'attitude de Comte Sponville, qui effectivement était révolté contre le sacrifice des jeunes qui était lié à cette pandémie. Il y a eu des mouvements contre la prise en charge des non-vaccinés, et vous sentez que c'est quelque chose qui reste épidermique. On a eu des délais dans les traitements tout azimut en médecine et surtout les maladies chroniques, mais nous aussi, par exemple, pour nos leucémies, les greffes ont été à l'arrêt pendant le confinement total. Donc, ça, c'est des choses qui impactent des patients jeunes. Il y a eu un délai, tous les centres de dépistage ont été fermés, donc tout ce qui est colono, mammo, dépistage dermatologique, tout a été à l'arrêt. Vous allez voir que ça a eu un impact aussi. Et alors, il y a eu les problèmes collatéraux comme les violences aux femmes, aux enfants. Les gens étaient confinés à l'intérieur, parfois dans des espaces réduits. Et alors, la détresse des médecins, des infirmières, des soignants face à l'impuissance devant la mort, face à la prioritisation dans les unités de soins où on devait choisir quel patient on prend, on ne prend pas, tel patient on arrête de s'acharner. Donc, c'est des situations très difficiles à vivre et on n'avait pas toujours les outils pour faire face à ce moment-là. Donc moi, je vais peut-être juste revenir sur le mouvement ageiste. Je vais revenir sur la prise en charge des non-vaccinés. Et puisque ça m'intéresse en oncologie, donc comment on a payé le prix de cette pandémie avec les consultations de dépistage qui ont été à l'arrêt. Alors on revient à Comte Sponville. Et c'est vrai que ce mouvement ageiste, comme on l'appelle, est quelque chose qui existait déjà. Ce n'est pas le Covid qui l'a inventé, mais par contre, il l'a réveillé de manière hyper aiguë. Il y a eu beaucoup de mouvements en disant est-ce qu'on doit vraiment sacrifier les jeunes pour les personnes âgées? Il n'y a que des personnes âgées qui meurent. Ce n'était pas tout à fait vrai. On a quand même perdu des gens de 30 ans aussi. Et ce mouvement ageiste, c'est par exemple celui qui fait que vous ne pouvez plus avoir un prêt quand vous avez 60 ans. Vous ne pouvez plus avoir, si vous êtes en Angleterre, vous n'avez plus accès à la dialyse ou à un stent ou si vous avez plus de 70 ans. Donc, il y a des pays qui sont déjà très, très loin dans
le coût-bénéfice d'un traitement pour des patients quand on est le patient tout venant avec la sécurité sociale tout venant. Accessoirement, quand les gens ont besoin d'un traitement de thérapie, quand ils ont plus de 75 ans. En privé. Ils doivent payer. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire des économies. Hein. Et les Hollandais sont sur le même chemin. Alors, je vous parlais de la prioritisation. Heureusement, en Belgique, on a beaucoup de lits. En tout cas, dans les hôpitaux, on n'a jamais saturé, mais dans les services de réa, ils ont quand même été très, très justes. Et donc, arrivaient des moments où il fallait décider quel est le patient qui est au respirateur, qui n'a aucune chance de s'en sortir, ou on décroche la prise, ou quel est le patient dans les deux qui sont dans la salle d'attente qu'on va prendre. Donc, la prioritisation, c'est quelque chose auquel les réanimateurs sont prêts à faire face et ont des guidelines. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas, évidemment, faire de limitation ni par le sexe, ni par l'ethnie, ni par les convictions philosophiques, ni par le niveau social, ni par le niveau intellectuel, ni par le mode de vie. Ce qui a été parfois proposé, mais qui est tout à fait inéthique, c'est le tirage au sort. On ne peut pas tirer au sort. D'un point de vue éthique, ce n'est pas considéré comme éthique. Et premier arrivé, premier servi, ce n'est pas considéré non plus comme quelque chose d'éthique. Alors, comment... Évidemment, on doit avoir des règles de prioritisation dans les unités de soins intensifs et peut-être demain dans les hôpitaux, parce que c'est comme ça. Si on a une grosse catastrophe, on doit être prêt à pouvoir choisir les patients. Et donc, c'est quelque chose qui est concevable, même si ça n'est pas tout à fait éthique. Et donc, je vais vous dire comment, dans les soins intensifs, ils ont géré ça. Et alors, la dignité humaine, donc ça, c'est quelque chose qui est dans la Constitution, que ce soit en France ou en Belgique, basé sur les principes de Kant, et qui rappelle que la vie de chaque individu est inaliénable de la naissance à la mort sous aucune condition de l'âge. Donc, ça veut dire que, quel que soit votre âge, la Constitution vous interdit, en raison de votre âge, de dire vous n'êtes pas éligible pour telle ou telle situation. Et donc, en Belgique, on n'a pas le droit de faire de la sélection sur l'âge ou sur les patients qui sont pensionnés, parce qu'en Angleterre, la limite, c'est pension. Alors, comment gérer en soins intensifs cette prioritisation? Donc là, j'ai repris nos grands auteurs, puisque Jean-Louis Vincent s'est beaucoup occupé. Donc, quand je l'ai interviewé sur les prises en charge, donc il m'a dit qu'ils avaient deux échelles, qui sont des échelles qui sont très connues. Donc, le Clinical Frailty Scale, qui est une échelle très connue des gériatres, qui est l'échelle de frailty des patients âgés. Et donc, c'est très, très simple. Ça va du very fit au terminally ill. Donc, ça, c'est le patient qui passe presque tout son temps dans son lit. Ça, c'est le patient mourant. Ça, c'est le patient qui n'est plus capable de marcher seul ou de se laver seul. Donc, des patients qui ont besoin d'aide à la maison ou pour faire leurs courses. Ici, vous avez des patients qui font tout, mais qui sont dépendants d'aide. Et puis, vous avez vraiment les patients vérifiés. Tout le monde connaît des patients de 80 ans ou même de 90 ans qui gèrent encore toutes leurs affaires, qui voyagent, qui font du sport. Donc, c'est vrai que ça n'est pas du tout lié à l'âge. Et donc, le cut-off était 6. Donc, pour les intensivistes, si vous êtes au-dessus de 6, déjà, indépendamment du COVID, ils ne vous prennent pas facilement en soins intensifs. Et puis, s'ajoutait à ça, donc si vous avez un cancer terminal, vous n'allez pas aller en soins intensifs, mais si vous avez évidemment un cancer qui a été guéri depuis plus de 5 ans, ça n'intervient pas dans les critères. L'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, enfin toutes les maladies chroniques étaient des facteurs aggravants par rapport à ce frailty scale. Et ce sont des décisions pluridisciplinaires, donc ce n'est jamais un intensiviste tout seul qui va prendre la décision si on peut ou pas prendre un patient en soins intensifs. Donc, tout ça a été bien réfléchi pendant la période COVID et était déjà en place. Alors, le deuxième débat éthique dont je vous ai parlé en introduisant ce séminaire, c'est est-ce qu'on peut accepter qu'un patient qui n'a pas fait le vaccin soit traité différemment d'un patient du même âge qui, lui, s'est fait vacciner, a été solidaire par rapport à la société? Alors là, pourquoi est-ce qu'il y avait des patients qui défendaient? Parce que ça a été assez loin dans les débats en France et au Canada. Et c'est parce que
en 2021, donc en post-période, enfin, dès que le vaccin est arrivé, la majorité des patients qui étaient hospitalisés en UZIC des COVID étaient des patients non vaccinés. Donc, c'était des patients qui n'avaient pas voulu le vaccin pour toutes sortes de raisons. Et il y avait de temps en temps des patients qui avaient eu un vaccin et qui n'avaient pas répondu au vaccin. Ça, ce n'est pas de leur faute. Alors, la raison pour lesquelles donc ils étaient contre ce mouvement non solidaire, c'est qu'ils empêchent le traitement des patients vaccinés. Donc, les patients qui s'étaient vaccinés ne devaient pas ne pas être pris en charge parce qu'il y avait un patient non vacciné, non solidaire qui arrivait avec un COVID sévère. Et donc, ceux qui étaient aussi pour cette proposition de ne pas donner priorité aux non vaccinés, disons, puisqu'ils n'ont pas été solidaires, eh bien, si on les traite, ils paieront eux-mêmes leurs frais et leur séjour en soins intensifs. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui adhéraient à ça, et c'était d'ailleurs parfois une menace qu'on utilisait pour faire vacciner les gens. On leur disait, si vous n'êtes pas vacciné, que vous avez un problème, c'est vous qui allez faire face aux frais, alors ils se faisaient vacciner. Mais alors, ceux qui ont défendu le fait que vacciner ou pas, ce n'était pas notre problème. On est médecin avant tout, et donc notre devoir n'est pas de juger. Et qu'il y a d'autres exemples en médecine où on prend des risques et on a des accidents, et la société vous prend quand même en charge, et donc on a tout le problème des infarctus, des gens qui continuent à fumer. S'ils refont un deuxième infarctus, aujourd'hui, on va s'en occuper, on ne va pas leur dire, vous avez fumé, maintenant rentrez à la maison, c'est votre problème. Les patients, effectivement, qui prenaient des risques dans le cas de maladies transmissibles. Non, mais je veux dire, rien n'est tout à fait la même chose. Mais je veux dire, il y a d'autres situations en médecine où on est responsable de son problème, et ce n'est pas pour ça que la société ne les prend pas en charge. On pourrait dire on ne prend pas en charge les fumeurs, on ne prend pas en charge les alcooliques. Oui, je pense qu'il y a deux aspects. Hein. Il y a par rapport à ceux qui étaient vaccinés, qui ne savaient pas se faire soigner. Moi, je suis au comité d'éthique du CHIREC. On n'a jamais eu de réunion d'éthique, d'ailleurs, sur la discussion des priorisations du patient. D'abord, on n'avait pas de réunion d'éthique à ce moment-là. Et puis, effectivement, la première vague, on a eu 3 unités de soins intensifs remplies ici, et ceux qui avaient le Covid ont été priorisés. Donc, au niveau éthique, on peut quand même se poser la question a posteriori, est-ce que c'est éthique de prioriser d'abord tous les patients Covid par rapport à ceux qui n'avaient pas le Covid et qui avaient peut-être une espérance de vie nettement meilleure? Et donc, ça pose quand même aussi la question inverse, est-ce qu'il fallait vraiment prioriser tous les patients avec le Covid? Parce que c'est ce qui a été fait lors de la première vague, en tout cas. Et il n'y avait plus de place pour les autres. Et quand on a eu quelques patients jeunes qui avaient d'autres pathologies, on a dit non, il n'a pas de Covid, on priorise les Covid. Et ça, c'était des décisions individuelles de personnes aux soins intensifs. Il n'y a pas eu de discussion au comité d'éthique chez nous. Donc, moi, je trouve que ça pose quand même des questions aussi. C'est aussi discriminatoire quelque part. Mais il y a eu des articles, hein, les Italiens ont dit attention, il y a encore des gens qui font des septicémies sur une sur une gastro-entérite ou une diverticulite. Il y a encore des gens qui font des infarctus. Non, mais il y a eu des articles là-dessus aussi. Donc ici, c'est un peu différent. Ici, effectivement, c'est la relation entre la responsabilité et la maladie. Bon, normalement, ce n'est pas à nous d'en tenir compte comme médecin. La santé publique aussi. Donc, alors, la vaccination, ça protège d'autres. Je veux bien qu'on ne doit pas juger. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ne juge pas tous inconsciemment, mais on a aussi un devoir de santé publique. Et les patients vaccinés, ils protégeaient aussi et ils permettaient d'assurer des soins optimaux à ceux qui n'avaient rien demandé. Dans la mesure du possible. En tout cas, dans mon domaine, l'incidence des leucémies aiguës n'a pas changé pendant le Covid parce que ces gens sont tellement symptomatiques qu'ils ont été pris en charge, ils ont été traités. Par contre, vous allez voir les mélanomes et les cancers du sein, c'est la cata. Parce que là, il y a eu plusieurs patients qui avaient des hépatopathies de 50 ans qui auraient pu être sauvés ou qui étaient des indications de transplantation, qui avaient des cirrhoses auto-immunes sous corticoïdes. Oui, on a refusé de prendre aux soins intensifs parce qu'il y avait des Covid de 85 ans. Donc ça pose je suis l'avocat du diable ici. Hein. Je prends non, pas non, c'est vrai. Enfin, là, tu soulignes, il y a 2 points. Il y avait le problème des non-vaccinés et puis alors le problème de priorisation en fonction de
de l'âge, etc. Par rapport aux non-vaccinés, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un refuse de se faire vacciner pour les mauvaises raisons, bon, il y a des bonnes raisons, mais pour des mauvaises raisons, lui-même se met hors jeu par rapport à la solidarité de la société. Donc, c'est lui qui s'exclut. Ce n'est pas nous qui l'excluons, c'est lui qui s'exclut. Et ça, je pense que c'est un point quand même important. Ça ne me choque pas. Hein. Il s'exclut, quoi. Alors évidemment, c'est un débat très important qui a été relevé aussi récemment lors de la réunion du Conseil de l'Ordre des médecins et qui fait toujours débat et qui continuera à faire débat, notamment en France aussi, où la réintroduction des soignants non vaccinés dans les services continue à faire débat. Il faut quand même rappeler d'une part que la vaccination n'était pas obligatoire, d'une part, et que notre rôle n'est pas effectivement de juger, même si on peut se sentir heurté et dans nos unités de gériatrie, c'est vrai que devoir soigner des malades non vaccinés avec un Covid, ça fatigue un petit peu, quoi. Au début, on était évidemment dans le champ, je dirais, de toute notre salle remplie de malades Covid. Mais après, c'est vrai que le sentiment un petit peu, je ne vais pas dire de rejet, mais de dire, ouais, franchement, il a cherché quand même celui-là. Donc, c'est vrai que ça peut choquer. Mais ceci étant, encore une fois, je pense que l'éthique nous interdit de juger et d'avoir une attitude paternaliste. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'on n'a quasiment eu aucun de nos malades Covid âgés qui a été accepté en soins intensifs. Aucun. Donc là, à 85 ans, Covid, la limite était là et il nous disait, écoutez les gars, c'est très gentil tout ça, mais son espérance de survie en soins intensifs, elle est nulle, donc on ne le prend pas. Donc de là à dire comme Philippe qu'on a refusé des malades plus jeunes d'hépatopathie pour des malades âgés 85 ans Covid, non, ça, ce n'est pas vrai. On n'a pas eu nos malades âgés en réa. OK. J'invente pas. Hein. Non, mais c'est facile à comprendre. S'ils sont hospitalisés, ces patients âgés, c'est parce qu'ils sont en perte d'autonomie ou qu'ils ont des problèmes. Oui, c'est ça. On va peut-être terminer, comme ça vous pourrez faire le débat. Attends. Un peu de calme. Alors. Non, c'est pas... Nous, en tant que gériatre, on n'a jamais eu de possibilité de mettre des patients Covid à l'USI. Enfin, c'est juste pas possible. Non, mais ça se comprend. Ce sont des patients hospitalisés, donc des patients déjà en perte d'autonomie ou avec des comorbidités qui les mettent dans des critères. Des patients qui arrivent chez nous et qui ne sont pas trop moches. Et puis, 5 jours plus tard, ils ont 52 stats ou un antivaccination 100%. Et à l'USI, enfin, sincèrement, je suis même pas sûre d'avoir essayé. Parce que forcément, quand on voit en Italie des gens de 80 ans dans le couloir pour les intuber à 70 ans, puis qu'on voit à 70, c'est trop vieux, ce sera 60. J'ai jamais imaginé un seul instant que mes patients de 80 ans, même s'ils étaient des profs du NIF, allaient avoir accès aux soins intensifs, quoi. Quand on voyait la difficulté, même au début de la deuxième vague, des jeunes de 50 ans à avoir accès à l'USI en Covid, dans le cadre de la justice distributive, ça me semblait être un peu étrange. Et de nouveau, pour tous les patients onco, qui n'y avaient pas accès, ou tous les problèmes de chirurgie non urgente, qui du coup n'avaient pas accès non plus. Et les moments où les chirurgies qui sont déplanifiées, c'est même pas la peine de téléphoner. C'est compliqué d'un point de vue éthique de se dire que voilà, d'un point de vue distributif, on va mettre des patients de 85 ans Covid 5 jours après. En tout cas, pas. On a fait 85 hémorragies digestives en 2021. Il y avait une grosse partie des hémorragies digestives qui venaient des soins intensifs parce qu'on les anticoagulait, y compris des femmes enceintes d'ailleurs, malheureusement, qui sont décédées. Certaines qui ont eu 12, 13 hémorragies digestives qui ont survécu, on ne s'y attendait pas. Et il y avait une grosse partie de patients aussi qui avaient 75, 80 ans. J'ai les chiffres de l'activité. Donc, aux soins intensifs, il y avait des patients très âgés qui avaient le Covid et qui étaient anticoagulés. On a eu beaucoup d'hémorragies digestives. Alors, ils n'ont peut-être pas été en gériatrie, ils n'ont peut-être même pas survécu, mais ils passaient par les urgences et voilà, ils bloquaient. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des décisions quand même par des personnels où il y a un impact médiatique de la priorisation des Covid qui pose des questions d'éthique sur d'autres patients plus jeunes qui avaient des pathologies chroniques qui n'ont pas été prises en charge. Qui ont été postposées, mais dans la mesure du possible, les patients qui n'avaient pas de Covid, mais qui devaient être pris en urgence, on essayait de les prendre aussi. Hein, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont été postposés et qui ont payé le prix du fait qu'on a postposé, et c'est vrai dans le dépistage aussi. Mais ce n'est pas facile à gérer comme problème, et comme tu le disais très bien, hein, c'est vrai que l'éthique qui est liée aux
moyens qu'on a pour s'occuper des patients font que cette justice distributive, elle doit être malgré tout quelque part appliquée. Donc, ce qui fait qu'on doit s'occuper des non-vaccinés, donc outre le fait qu'on n'a pas le droit de juger, c'est qu'on se rendait compte sur le terrain que les non-vaccinés étaient souvent des gens d'un milieu moins éduqué. C'était souvent des gens qui étaient très sensibles aux fake news, très sensibles à des rumeurs qu'avec le vaccin, on allait devenir stérile ou qu'on allait développer des maladies plus tard. Et donc, c'est vrai que c'est aussi un problème de société, parce que le tabac, c'est aussi un peu la même chose. Hein. S'ils interdisaient totalement le tabac, on n'aurait pas de problème. Autant de pathologies liées au tabac aujourd'hui, et ce sont toujours les plus faibles qui se laissent contaminés par ces addictions. Et donc, le fait aussi qu'on devait soigner tout le monde, c'est qu'on devait aussi absolument enrayer l'épidémie et que si vous laissiez des gens non vaccinés, infectés dans la rue sans traitement, ben vous étiez quelque part indirectement co-responsable de la dissémination du virus. Donc, c'était aussi notre rôle de traiter. Donc, tout ça pour dire qu'en Belgique, ce discours a été immédiatement, enfin, il n'a même pas émergé dans les médias, il a immédiatement été décapité en disant notre rôle c'est de soigner, on doit comprendre des gens qui n'ont pas toujours les moyens intellectuels de lutter contre les fake news et il faut contribuer à ne pas disséminer le virus. Par contre, en France et au Canada, il y a eu des débats pendant des mois, mais ils sont arrivés à la même conclusion que nous. Il y a quand même personne qui a forcé. Et donc, ce grand principe de liberté que les non-vaccinés mettaient en avance, c'est une atteinte à ma liberté de m'obliger à me vacciner. Donc, la notion de liberté, c'est pouvoir faire tout ce qui ne va pas nuire aux autres et donc ne pas mettre en danger son compatriote. Et donc, dans ce cas-ci, la vaccination n'avait rien à voir avec la liberté individuelle. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, maman. Quelle heure il est? Ah, alors, on va un peu accélérer. Donc, ici, vous voyez, en fonction des âges, donc de 0 à 65, 65 à 80 et plus de 80, vous voyez la période du début du Covid, là, de mars à juin. Vous voyez la chute qu'il y a eu dans les dépistages enregistrés. Ah non, ce n'est pas les dépistages, c'est le nombre de cancers enregistrés au registre du cancer. Donc, Lisbeth Van Eycken est la directrice du registre du cancer qui avait fait une très belle présentation en 2022 et qui m'a passé ces dias. Et vous voyez le nombre de patients qui n'ont pas été diagnostiqués pendant cette période-là. Et plus vous êtes âgé, vous voyez que les patients de plus de 80, c'est 60% des patients en moins dans les diagnostics enregistrés. Donc, pour les plus jeunes, on a un peu rattrapé, mais globalement, on n'a jamais tout à fait rattrapé ces retards. Et en plus, c'est vrai qu'un retard dans un cancer du sein ou dans le dépistage du cancer du côlon, ça peut faire que le patient arrive plus tard à un stade plus avancé. Alors, quelles sont les pathologies qui ont le plus souffert de la fermeture des centres de dépistage? Vous voyez les cancers de la peau et les mélanomes, 60% en moins de cancers diagnostiqués pendant la période des 3 mois aigus. Bon, on a un peu rattrapé, mais on n'a pas rattrapé exactement le nombre de patients qui n'ont pas été diagnostiqués. Donc, le cancer du côlon et de la prostate, ce sont aussi donc 2 dépistages pour lesquels il y a eu 50% de moins de diagnostics. Et pour le côlon, ça peut avoir un impact parce qu'effectivement, s'il passe au stade métastatique, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Alors, en hématologie, donc, si on prend le tout venant, on est à 45%, mais je vous dis, les pathologies vraiment aiguës, on n'a pas postposé. Ces patients qui avaient des leucémies aiguës, on n'a pas pu les greffer, mais ils ont été traités par traitement adéquat. Et alors, oui, les autres sont des cancers moins fréquents. Donc, le cancer du côlon, ça, c'est un gros exemple d'impact de la fermeture des centres de dépistage et de colonaux pendant le Covid et aussi chez les gens plus âgés. Alors, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient leur dépistage annuel, surtout les femmes avec leur mammo et leur bilan gynécologique ou les gens qui ont des peaux à risque, et ils n'ont pas retrouvé leur rythme après le Covid. Et donc, on n'a toujours pas le même taux de patients qui ont repris les dépistages gynéco, dépistages colonaux et dépistages suivis de la peau. C'est les 3 dépistages utiles, hein. C'est la peau,
le côlon, le sein et la prostate. Les autres, ça ne sert à rien. Mais on n'a pas retrouvé jusqu'à présent l'incidence d'avant. Ça, je vais passer. Est-ce que ça va avoir un impact sur le futur des patients? Donc, ça a déjà eu un impact. On a vu des cancers du sein arriver à des stades plus avancés. On a les patients de 80 ans qui n'ont pas repris leur suivi. Et donc, ceux-là, ils se retrouvent effectivement plus dans le dépistage, mais dans le diagnostic. Et donc, on a un excès de mortalité aujourd'hui chez les patients de plus de 80 ans qui arrivent avec. Et donc, cette Lisbeth Van Eycken fait une étude maintenant prospective sur la survie de ces patients qui ont raté le diagnostic pendant le Covid. Alors, vu l'heure, j'avais pensé, parce que c'était un de mes sujets, c'est pourquoi est-ce qu'on vieillit, j'avais pensé vous dire quelques mots de la raison pour laquelle les patients âgés étaient si sensibles au Covid, mais je vais directement passer, on va dire, à Élie, ça sera pour un prochain séminaire de vieillissement. Donc, on va directement passer aux conclusions. Donc, ce que le comité de bioéthique en a tiré comme conclusion pour le futur. Donc, en fait, dès qu'il y a eu cette pandémie et toutes les questions auxquelles le ministre ne pouvait pas répondre puisqu'on n'avait pas les réponses, donc il a soumis ces deux questions-là. Est-ce que comment a été géré l'accès des personnes âgées qui étaient en maison de repos dans les structures hospitalières? Ce que j'entends bien, c'est que même, ce n'est pas seulement les structures hospitalières, même à l'intérieur de l'hôpital, ce n'était pas facile d'avoir accès. Et quelle était la disponibilité des soins médicaux, des soins médicaux, mais aussi des devices médicaux pour assurer le confort et l'accompagnement des patients qui avaient décidé de ne pas aller en soins intensifs ou qu'on ne prenait pas en soins intensifs. Et donc, ça a été plusieurs réunions. On a invité des pédiatres, des présidents de comités d'éthique, des généralistes, beaucoup de coordinateurs de maisons de soins, des ASBL, des maisons de repos et de soins, des enfants, de patients qui étaient décédés dans des maisons de repos et un infirmier. Malheureusement, on n'en a pas eu plus qui a voulu témoigner. Et donc, ça, ce sont les conclusions. Donc, c'est qu'il n'y a aucun doute qu'on est dans une société qui n'a pas protégé les plus vulnérables. Il y a les âgés, mais également les migrants. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ils n'ont pas été très protégés pendant le Covid. Les patients psychiatriques ont très fort souffert, tous les handicapés, que ce soit physique ou... Donc, c'est vrai que... on est dans une société où quand même le respect de la dignité humaine est important et que ces patients, on ne doit pas oublier qu'eux aussi sont capables de contaminer. Donc, c'est une population qu'on doit traiter parce qu'eux contribuent aussi à disséminer le virus. Donc, il y a une prise en charge, enfin une prise de conscience qui a été faite sur les populations plus vulnérables socialement. Alors là où il y a eu vraiment une prise de conscience du déficit, c'est dans l'organisation de ces maisons de soins et la coordination. Et il n'y avait pas de médecin coordinateur ni d'équipe de crise ou de plan catastrophe pratiquement dans aucune maison de repos. Ils sont prêts à faire face et ça peut encore revenir dans d'autres circonstances. Aucun soutien psychologique pour faire face à ce personnel qui devait accompagner des patients âgés, seuls, mourants, sans famille, sans support pour la douleur ou la respiration difficile. Il n'y a pas eu de revalorisation de la profession, ça on le sait assez. Et donc, il n'y a pas non plus de formation, il n'y avait pas eu de formation face à des épidémies potentielles, face à des patients qui se retrouvaient brutalement tous en soins palliatifs, pas d'organisation pour prendre des décisions collégiales. Donc là, sur le terrain, il y a quelque chose qui va se mettre en place maintenant pour que les maisons de soins aient des procédures et des personnes qui peuvent anticiper, organiser des réunions d'équipe, faire des formations, voir les personnes qu'il faut soutenir sur le plan psychologique. Alors, sur le plan du matériel, là, quelqu'un l'a dit, on a très vite été à court de masques, de blouses, de gants, d'oxygène, de médicaments, de matériel, de tests. Donc, à un moment donné, tout manquait. Et où est-ce que ça manquait le plus? C'était dans les maisons de soins, parce que la priorité était évidemment soins intensifs. Et puis, patients hospitaliers, les maisons de soins ont été privées, et raison pour laquelle on les isolait, parce que, comme tu le disais, il n'y avait pas de masque, donc ils ne pouvaient même pas venir visiter leurs grands-parents qui étaient en maison de soins. Alors, quelque chose qui devrait maintenant être pris en charge, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui disaient « mais foutez-moi la paix, je suis en institution, je n'ai plus aucune qualité de vie ». Mais aucun de ces patients n'avait fait ce qu'ils appellent un projet de vie. On avait mis en place un document qui disait « si un jour je suis face à une maladie, s'il vous plaît, pas d'acharnement ». Donc ça, c'est quelque chose qui va être mis en place aussi. C'est dans les maisons de repos, quand des gens sont en perte d'autonomie, c'est soit le patient a encore toute sa tête et c'est une perte d'autonomie physique,
soit le patient n'a plus toute sa tête, et alors ce sont les cohabitants ou les personnes qui sont considérées comme des tuteurs sur le plan juridique qui vont prendre ces décisions. Et donc, on va mettre en place des documents de projet de vie pour les pensionnaires et des documents de plan catastrophe pour à l'intérieur des institutions et pour qu'il y ait une coordination entre institutions. Et alors, la gestion des réseaux sociaux et des médias, ça vous avez entendu aussi, on a laissé beaucoup trop de place dans les médias aux gens qui disaient des bêtises et malheureusement, on n'est pas tous capables de faire la différence et une capacité de discernement entre le vrai et le faux. Et donc, il y a une survalorisation de toutes ces conneries qu'on donnait dans les médias par rapport à la science. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le futur, devra peut-être être un peu mieux géré aussi. Voilà, ma petite madame, je crois que je ne sais pas s'il est temps. Mais oui, comme ça, il y a un temps pour la discussion. Merci. On va y avoir un débat, je le sens. Merci pour votre attention. Je ne détiens pas l'éthique, mais c'est très, très intéressant d'avoir le retour de tout le monde. Voilà. OK. Alors, merci beaucoup. On va... Attends, juste départager. OK. Voilà. Alors, oui. Oui, je voulais simplement ajouter que, bien sûr, la période Covid était une période extrêmement difficile qu'on a tous vécue avec beaucoup de souffrances psychologiques et physiques dans les unités qui s'en sont occupées, réa, médecine interne, gériatrie, évidemment. Mais en dehors de cela, nous sommes toujours confrontés à ce projet de vie ou de fin de vie en gériatrie. Et toutes nos décisions, qu'elles soient thérapeutiques, qu'elles soient d'investigation, sont sous-tendues par le fait de savoir quel est le but ici de tout cela. C'est évidemment pas une quantité de vie qu'on veut donner, mais c'est essayer d'améliorer ce qu'il reste de vie, donc de redonner un sens à la vie. Et ça, c'est extrêmement difficile. Mais ça, c'est une préoccupation au quotidien. Deuxième point, c'est à mes yeux quand même la fragilité de ces j'allais dire, attestations de fin de vie ou de ces recommandations qu'on écrit in tempore non suspecto, quand on est en général relativement bien encore. On dit, voilà, je ne veux pas d'acharnement, je veux mourir dans la dignité. On ne meurt pas dans l'indignité dans nos unités. Donc, je dirais, cette meurt dans la dignité meurt toujours, parce que je trouve que c'est évidemment opposer la dignité voulu à l'indignité imposée. Et c'est évidemment quelque chose qui est très heurtant. Mais on sait bien, d'ailleurs, abordé, ça avait été souligné à l'époque aussi, combien même de patients très fragilisés peuvent s'accrocher encore à très, très peu de choses. Il ne faut pas transposer notre propre empathie, notre propre sentiment de souffrance sur le patient qui, lui, vit peut-être encore ces quelques moments de souffle comme encore des moments qui valent la peine d'être poursuivis. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement, je dirais, prudent par rapport à ces demandes que l'on produit comme ça en disant, voilà, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Ou alors, parfois, les familles qui sont des familles excessives dans un sens ou dans l'autre. Notre rôle aussi est d'être indépendant de la stratégie familiale, ce qui n'est pas toujours facile. Et on vit un cas là pour le moment en gériatrie, une famille je dirais, qui veut jusqu'au boutiste, il faut tout faire d'un vieux monsieur qui est dément et qui ne sait plus se nourrir, quoi. Je veux dire, on met où le curseur là? Donc, il y a deux volets à cette question. Il y a les patients qui sont inconscients et les patients conscients. Donc, si on fait un projet de vie avec je ne veux pas d'acharnement, je veux même l'euthanasie, si je ne suis plus en état de le décider, la situation est plus claire. Mais ça, aujourd'hui, c'est vrai que ça ne représente que 1% des euthanasies. Ce sont des gens qui ont fait une attestation disant que si un jour je ne suis plus en état de décider, je veux qu'on ne s'acharne pas et qu'on m'euthanasie. Ça, ce n'est qu'1% de demandes. Alors, on est beaucoup confronté à ce problème quand on sort du traitement classique en oncologie, qu'on commence des traitements expérimentaux jusqu'où on va aller avec le patient. Donc là, en Belgique, enfin, vous le savez aussi, on n'a pas de définition de l'acharnement thérapeutique. La seule chose que tout le monde accepte, c'est que l'acharnement thérapeutique commence quand le patient refuse un traitement et que le médecin le fait quand même. Donc, si vous intubez un patient contre sa volonté, là, vous êtes dans l'acharnement thérapeutique. Donc, on a une loi que pour la protection de la définition de l'acharnement thérapeutique. Alors, quand un patient comme vous et moi va faire sa déclaration anticipée, dit il y a deux niveaux. Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, mais je veux des soins palliatifs, ou je veux l'euthanasie si je suis
en dehors de toute possibilité thérapeutique avec une vie digne comme moi, parce que chacun a sa dignité. Hein. Il y a plein de vieilles personnes qui sont devant la télé toute la journée, qui ne demandent rien, qui sont contentes de regarder la télé et de voir les enfants passer. Donc, chacun a son niveau de qualité de vie. Et l'avantage de ces documents, c'est que vous les faites quand vous êtes bien. Mais si un jour vous n'êtes pas bien, à ce moment-là, ça veut dire que votre espérance de vie, elle n'est quand même pas terrible, puisque vous avez une maladie grave, vous êtes déjà en coma ou incapable de gérer, ou dément, parce que ça peut aussi être une évolution vers une démence, donc votre espérance de vie est de toute façon limitée pour les déments. Mais si vous êtes bien, vous pouvez changer d'avis. Ce n'est pas parce que vous avez écrit « je veux l'euthanasie » que si j'ai le Covid, qu'on va vous euthanasier. Hein. Vous êtes éveillé, vous dites « non, non, ce document-là, je n'en veux pas ». Vous pouvez changer d'avis. Et il y a des patients, nous, on a des patients comme ça, ils disent « non, non, moi, je ne veux pas de traitements expérimentaux ». Et puis quand ils sont devant, ils disent « si, même si j'ai une chance sur 100, je veux l'essayer ». Et les gens changent d'avis. Ils ne disent même pas qu'ils ont une déclaration. Donc, je pense que les formalités qu'on a en Belgique et la loi qu'on a en Belgique est bien faite et elle n'est pas assez utilisée. Alors, vous parliez du problème des cohabitants ou des enfants qui s'acharnent. Donc là aussi, si le patient est éveillé, ce n'est pas un problème. Là où la décision, enfin en tout cas en soins intensifs, celui qui a le plus de poids sur le plan juridique, c'est le cohabitant, ce n'est pas les enfants. Même si ce n'est pas la femme, même si c'est la maîtresse, même si c'est la femme de ménage, elle a plus de poids que les enfants. Et s'il y a 2 maîtresses? Donc, c'est vrai que, enfin, je crois que c'est toujours vrai, je ne sais pas. Non, 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 je dis des bêtises, mais c'est le cohabitant. Mais non, mais quelqu'un qui a, non, bien sûr. Non, c'est le cohabitant légal, bien sûr, mais il a plus de poids que les enfants. Mais si nous, on a ça en oncologie aussi, comme on a ça en soins intensifs, si la famille dit je veux de l'acharnement, comme il y a l'inverse aussi, hein, il y a des familles qui nous disent c'est bon maintenant, hein, ça s'est arrêté tôt. Et donc, à ce moment-là, il y a des réunions pluridisciplinaires qui décident pour le patient et qui passent outre la vie. Si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la décision, ou si la famille veut faire quelque chose qui est de l'acharnement, ou si la famille veut accélérer parce qu'ils en ont marre de payer des factures. Et donc, moi, je voulais souligner un point au moment du début de la campagne de vaccination, où il y avait un nombre restreint de vaccins. Et donc, il y avait eu toute une série d'avis, dont l'avis du comité d'éthique, l'avis du Conseil supérieur de la santé, pour voir qui on devait prioriser aux différentes étapes de la vaccination, et avec les deux groupes qui étaient côte à côte, c'était les soignants versus les homes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné priorité plutôt à la vaccination dans les homes. Moi, ça m'avait profondément choqué, d'autant plus que lorsqu'on regardait l'analyse finalement fine des attendus qui faisaient en sorte qu'on discutait quel est le pour et le contre, la conclusion allait pas tout à fait dans le même sens, la conclusion, je dirais, objective, n'allait pas tout à fait dans le même sens que l'analyse rationnelle de dire d'abord les soignants. Et de fait, le comité du titre au Luxembourg, et donc je pense que tu as signalé les différences de l'un ou l'autre, là on prenait quand même un pays limitrophe avec une culture qu'on peut dire globalement semblable, avait pris une décision opposée. Alors, comment on fait pour faire la part des choses dans ce genre de situation qui était vraiment importante? Donc, pardon. Non, mais c'est vrai que chaque pays a son autonomie en matière de décision médicale. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la Belgique a eu l'euthanasie. Hein. Si on avait dépendu des directives européennes, on n'aurait toujours pas l'euthanasie en Belgique. Et pourquoi est-ce que l'euthanasie est considérée comme éthique en Belgique et pas en Italie ou en Allemagne? Et en France, bon là, ils progressent, ils progressent doucement, mais il y a des pays où on ne veut même pas soulever le débat. Donc c'est vrai que l'éthique n'est pas quelque chose de fixe. Ce sont toujours des consensus de personnes qu'on met autour de la table. Et là, j'imagine que les personnes autour de la table avaient décidé que c'était plus important de vacciner. D'autant plus qu'il y avait une argumentation qui se tenait et c'était effectivement difficile de mettre un poids plus important. Oui, non, mais ça a été une décision. Elles sont parfois arbitraires, mais sur des statistiques. Enfin, je persiste à dire que c'était une mauvaise idée. Ça n'a pas duré longtemps. Pour la pandémie suivante, je pense que ce n'était pas une bonne décision
avec beaucoup plus de raisons que de prioriser ce qui avait été priorisé. Et finalement, il n'y a pas eu trop de décalage, heureusement. Enfin, on a dû se battre pour ça. Question, commentaire? Oui. Qu'est-ce qui fait que le vaccin de la poliomyélite est absolument obligatoire en Belgique et que le reste des vaccins est laissé à l'initiative des gens? Je parle de l'hépatite B, de la rougeole, des oreillons. Enfin, c'est ce que je viens de lire. Oui, la polio est le seul vaccin où les parents sont condamnés aujourd'hui. Parce que tous les vaccins sont recommandés. Pourquoi? Il y a 11 vaccins recommandés, mais il y en a. Pourquoi? Parce que c'est la gravité de la maladie. La polio, c'est la maladie la plus grave. La variole a disparu, parce que la variole était aussi dans les vaccins imposés, mais elle a disparu. Enfin, on Et le espère. Covid, c'est pas grave. Mais le Covid, pourquoi ils n'ont pas, c'est une bonne question, pourquoi ils n'ont pas imposé le vaccin? Pourquoi ils ne l'ont pas imposé à partir du moment... Je me demande si en Israël, ils ne l'ont pas imposé. Je ne suis pas sûre, parce qu'il n'y a pas 100% de vaccinés en Israël, donc je ne pense pas qu'il est obligatoire. Il n'y a pas 100% de vaccinés en Israël, donc il n'est pas obligatoire. Je pense qu'ils ne l'ont pas imposé. C'est un vaccin nouveau, pas bien connu. Oui. La difficulté médiatiquement, Je c'est que pense ce que vaccin n'était pas bien connu, Je pense que c'est ce qui n'est pas du tout le cas du vaccin polio. Oui, il a éradiqué la polio et... Enfin, il ne protège pas contre les nouveaux mutants, mais il protège quand même bien contre le Delta. Non, il protège bien le vaccin. Mais non, la vraie raison pour laquelle il n'a pas été rendu obligatoire, ce qui aurait coupé le débat des non-vaccinés, c'est, je pense qu'on n'avait pas assez de recul des effets secondaires. Et il y a quand même eu quelques petites alarmes de myocardite et des maladies, les problèmes de Guillain-Barré. Je suis en train de chercher les différents problèmes qu'il y a eu. Donc, c'est vrai que c'était pas absolument certain de l'innocuité de ce vaccin à long terme. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas imposé. S'ils l'imposaient, ils s'engageaient évidemment à payer tous les effets secondaires du vaccin. Parce que si la Belgique impose un vaccin et qu'il y a des effets secondaires... Oui, non, il y a eu quelques petites alertes qui ont fait qu'on n'a pas osé l'imposer. On ne savait pas où on allait non plus avec ce vaccin. Non, je pense qu'il y aurait une opposition forte devant, effectivement, ce qui apparaissait comme une sorte de vaccin relatif à, je dirais, un lobbying pharmaceutique. Quoi, d'habitude, c'est 20 ans. Ici, en un an, on a un vaccin. C'est quoi cette affaire-là? Et on a eu une abondance d'effets secondaires notés. Enfin, ça, c'était pas vrai parce qu'il y a l'exemple de l'Ebola. Ils ont eu un vaccin en un an aussi. Je pense qu'on progresse. On ne met plus 20 ans à faire un vaccin. Non, l'Ebola, ils ont fait un vaccin en un an aussi. Ça, c'est de nouveau, c'est des fake news. C'est un vaccin fait en un an, c'est un mauvais vaccin. Je crois que par rapport aux leçons de la pandémie, c'est quand même une exacerbation des fake news absolument non contrôlées et du complotisme. Et je pense que ce qui nous menace dans l'avenir, encore plus que les nouveaux virus, parce que le complotisme et fake news, ça va largement au-delà des problèmes viraux et d'épidémies. Ça, c'est une réelle menace. Exact. Non, mais c'est vrai. Mais ça, Dominique a signalé au début, dans les médias, on retrouvait, entre guillemets, égalité, les fake news et les experts. Et même dans les observations du comité de bioéthique, c'est vrai qu'on doit mieux gérer les scientifiques et les non-scientifiques. Il ne faut pas les mettre à roule en face du scientifique. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit accepter. De Daniel Cohen. Mais ce n'est pas vrai seulement sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, Homo numericus, Daniel Cohen, et il parle de tous ces problèmes aussi chez les jeunes où il y a des pertes de concentration, des troubles, des insomnies, et parce que on lit moins et on fait beaucoup plus appel aux réseaux sociaux, et donc il y a une perte de la concentration, de l'expertise, on va moins à fond dans les choses, et donc effectivement les experts perdent en crédibilité au profit d'une superficialité que le monde politique et du scroll de l'Internet. Le monde politique doit prendre conscience de ça, parce qu'on a vécu le Covid, mais on vient de vivre l'énergie nucléaire. Tous les scientifiques en Belgique avaient dit on n'arrête pas, on n'est pas prêt, on n'arrête pas, on n'est pas prêt. On n'a pas tenu compte des scientifiques. Moi, j'en connais beaucoup des ingénieurs nucléaires. Les centrales nucléaires, on n'était pas prêt. Et donc, malheureusement, il y a eu de nouveau la parole à tous les opposants. Et maintenant, il faut marche arrière. Ce qui montre bien qu'on doit faire attention, le monde politique doit faire attention. Oui, tout à fait.
Et les votes, c'est le plus grand nombre. Hein. Ils ne sont pas pondérés par l'intelligence de ceux qui votent. Et le plus grand nombre, ce sont, et ça, c'est la démocratie dans ses aspects quand même, malgré tout, négatifs dans une situation comme celle-ci. OK, bien. Eh bien, merci à Dominique, merci aux intervenants et à la semaine prochaine.